de l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugée. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour. La nécessité du travail doit donc être considérée comme un principe au-dessus de toute contestation. Une prose n'est parfaite que si elle a été bien travaillée. Le travail contient donc toutes les possibilités de perfection. C'est une pensée de Antoine Albat et c'est à méditer en cette journée du 10 juillet 2019. Mesdames et messieurs, bienvenue au tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Je suis le président Loukman Sanfo, de juge au siège Bernard Boukma, Geoffroy Vara. Bonjour. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être encore une fois là sur ce plateau du tribunal de l'actualité comme tous les jours du lundi au vendredi. Mesdames, messieurs, merci aussi de cette fidélité sans cesse renouvelée. Merci pour ceux qui nous suivent à travers la plateforme internet info4.net et puis à travers les rosés synchronisés des radios LPC, Bobo-Dioulasso et Tinkodogo et puis sur votre radio 100% urbaine Watt FM et surtout à travers la télé interactive Tree TV. Merci de cette fidélité. Alors, comme vous le savez, depuis quelques semaines déjà, le syndicat national des GRH, le SINA-GRH est à couteau tiré, on peut le dire ainsi, avec le ministre en charge de la fonction publique. Ceux-ci réclament l'application de leur protocole d'accord signé avec le gouvernement burkinabé. Les GRH, il faut le dire, avaient annoncé que si rien n'est fait pour satisfaire leurs demandes, le travail sera considérablement ralenti. Et la vérité, c'est que le processus des concours de la fonction publique se trouve être pris en otage aujourd'hui. Et comme solution, le ministre réquisitionne des agents pour le lancement des activités. Et comme réaction aussi, le syndicat dit ne pas reconnaître le communiqué, se reconnaître dans le communiqué de lancement qu'il qualifie de tentative de passage en force. Ils exigent donc un dialogue franc et immédiat avec les acteurs en charge de l'organisation. Sinon, disent-ils, voilà, on va dire, ces concours et le suivi des potentiels admis risquent de ne pas se tenir dans les meilleures conditions. Pour comprendre justement ce mouvement d'humeur, nous avons convoqué M. Souleymane Zoromé, qui est le secrétaire général du syndicat des GRH de la fonction publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Pas de souci, merci également. Mesdames, Messieurs, les avant-propos, c'est maintenant. L'actualité étant plurielle et nous avons la possibilité à travers cette première rubrique de l'aborder sous d'autres prismes. Alors nous passons pour commencer cette émission en donnant la parole à Geoffroy Vara. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le Nigeria avec une note qui a été prise il n'y a pas si longtemps, c'est le 3 juillet, par le directeur du contrôle de la BCN, la Banque centrale nigériane. Et c'est très intéressant parce que c'est une note qui donc fait obligation aux banques de
d'avoir un ratio minimum prêt-dépôt de 60%. Ça veut dire quoi de façon très claire? C'est-à-dire que de façon très claire, les banques doivent beaucoup plus prêter maintenant aux entreprises, tout comme aux particuliers. C'est comme une injonction et cela va prendre effet à partir du 30 septembre 2019. Et l'objectif clair, c'est de favoriser l'investissement dans l'économie nigériane. Vous savez, s'il n'y a pas de l'argent qui circule, si les gens ne sont pas à capacité de financement, c'est difficile pour eux d'investir. Parce qu'on investit justement parce qu'on a une capacité de financement. Et même si c'est un prêt qu'on a contracté pour faire ceci ou faire cela, ou pour quelques investissements, cela n'a qu'un impact positif. Et on sait que le Nigeria aussi, depuis la chute du coût du pétrole, se trouve aussi amoindri, on va dire comme ça, et donc son économie ressent cela et forcément aussi les populations qui, elles, ont besoin aussi d'argent pour pouvoir investir ici et là. Et donc, c'est une banque centrale qui donne le là, qui fait obligation à ces banques de ne pas laisser l'argent, on va dire, sommeiller dans leur compte ou peut-être le faire partir ailleurs, mais le faire bénéficier aux Nigérians et leur permettre à travers des prêts donc de pouvoir relancer cette économie-là. Et je pense que c'est une leçon aussi. Mais derrière, il ne faudrait pas oublier qu'il y a toujours des risques. Hein. Même le FMI l'a fait savoir, le Fonds monétaire international le disait, il faut être prudent parce que quand c'est comme ça aussi, on oblige les banques à être un peu riscophiles parce qu'elles sont prudentes d'abord dans la question d'octroi de prêt. Elles regardent les garanties que vous avez et tout. Maintenant, quand vous lui faites obligation d'avoir 60% au minimum pour ce qui est des dépôts prêts en termes des ratios, cela veut dire très clairement qu'ils seront un peu plus larges dans les critères qui sont les siens et ils seront moins regardants sur un certain nombre de points, alors que c'était des points sur lesquels ils étaient prudents et c'est des points qui leur permettaient d'avoir la garantie du retour sur le prêt qu'ils faisaient. Donc il y a le risque, évidemment, qu'il y ait des non-retours sur des prêts qui soient faits et c'est ce que les banques aujourd'hui essaient de sortir. Mais on a jusqu'au 30 septembre 2019 pour que cela soit appliqué et si la note elle est sortie par le directeur du contrôle, c'est que cela aura valeur et aux banques de commencer, si elles étaient peut-être dans le constat trop riscophile, c'est à elles de commencer à revoir leurs notes. Mais je dis, c'est déjà bon. Même si c'est pas l'investissement que ça va impacter, ça va aussi, ça va au moins impacter la commande. C'est-à-dire que les demandes, quand vous avez de l'argent, vous êtes enclin à dépenser. Et donc, c'est les activités qui commencent c'est les services, c'est les biens qui sont donc demandés et donc qui sont octroyés et derrière il y a de l'argent qui est encaissé, c'est de l'argent qui circule, c'est l'économie qui se retrouve en santé. Donc moi je trouve que c'est un bon point et nous aussi on doit un peu regarder dans ces choses-là, même si c'est vrai qu'on a une banque centrale qui n'est pas si banque centrale que ça comme le disent certains, parce qu'on sait la réalité de nos économies ici. Mais c'est un bon point à ressortir. D'accord, un bon point pour vous. On essaiera d'avoir les acteurs de ce secteur pour voir ce qu'ils en pensent. En attendant, merci de nous l'avoir partagé à cette émission. Nous passons maintenant la parole à Ben Abouma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la rencontre du ministre des Affaires étrangères du G5 Sahel avec la haute représentante au niveau de l'Union européenne qui s'occupe des questions sécuritaires. La rencontre, c'était hier. Alors, une énième rencontre, comme je l'ai dit, parce que déjà en mai, les mêmes patrons du G5 Sahel étaient à Bruxelles et pour rencontrer également, là c'est l'Europe de 28, toute l'Union européenne pour parler du G5 Sahel. Aujourd'hui, hier c'était la représentante pour parler également du G5 Sahel, alors qu'en toile de fond, c'est l'opérationnalisation de la force conjointe au niveau du G5 Sahel qui peine à prendre. Hier encore, c'était des promesses de financement, parfois des promesses qui se font attendre. Les États-Unis ont été clairs. Ils ne vont pas donner l'argent à l'entité G5 Sahel, mais ils vont donner l'argent directement aux pays, quitte à eux ou à charge à ces pays-là de l'organiser comme ils veulent. Mais l'argent ne sera pas, l'aide américaine pour le G5 Sahel ne partira pas dans l'organisme G5 Sahel, parce que pour les Américains, pour Trump et son équipe, c'est de prendre le risque que cet argent-là ne soit pas dilapidé dans le circuit administratif, gestion de ceci ou être... donc, c'est une forme de soutien, mais c'est directement au niveau État. Donc ici, est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à financement alternatif à partir des États? Quand vous regardez, j'ai dit à beaucoup de rencontres qui parlent du G5 Sahel. Avant mai, il y avait eu à Ouagadougou la visite d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Les présidents du G5 Sahel se sont retrouvés à Ouagadougou autour de la chancelière. Donc, en
En l'espace de 2-3 mois, il y a eu en gros 3 rencontres. Ouagadougou avec Angela Merkel, Bruxelles avec les éléments du G5 Sahel, Ouagadougou encore. Bon, beaucoup de réunions pour à la fin aboutir à des promesses de financement. Enfin, la force sera opérationnelle en ce qui concerne l'entité police et tout, oui. Mais sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Alors, donc, je pense que c'est un défi majeur de pouvoir gérer sa propre sécurité. Comme je l'ai dit, on a l'impression que ça fait beaucoup de réunions pour à la fin ne pas aboutir à grand-chose. Et puis, vous avez un G5 Sahel dont la force conjointe aussi fait l'objet de surmédiatisation. C'est une entité surmédiatisée. Et puis bon, à la fin. Mais quand vous prenez les rencontres, que ce soit Ouagadougou 2 fois, ou que ce soit Bruxelles, ou avant Ouagadougou, Niamey, Nouakchott, N'Djamena et autres, mais c'est beaucoup d'argent pour le déplacement de ces personnalités, pour la prise en charge de ces personnalités. Chaque ministre ne viendra pas seul. Donc, et les hébergements. Donc, c'est beaucoup d'argent qui peut également aider à faire autre chose. Bon, peut-être que hier, il y en a un qui disait que bon, il faut des réunions d'évaluation, de planification, donc c'est pas de réunions de trop, mais sauf que sur le terrain, en tout cas, jusqu'à présent, les populations ne perçoivent pas grand-chose. Et c'est ça mon avant-propos. D'accord, que nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Merci de l'avoir partagé à cette émission. Le tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, nous allons nous intéresser au mouvement d'humeur des gestionnaires des ressources humaines de la fonction publique du Burkina Faso, qui se poursuit, et depuis quelques semaines déjà, ces acteurs sont en débrayage au niveau de leur département. Alors, ils avaient annoncé que si rien n'est fait pour satisfaire leurs demandes, le travail sera considérablement ralenti, et nous avons fait effectivement le constat que quelques activités, notamment les concours de la fonction publique qui se trouvent être pris en otage, et le ministre a essayé de trouver des solutions. Il a réquisitionné quelques agents pour le lancement des activités. Nous avons aussi assisté à ce que le syndicat a eu comme réaction. Il dit ne pas se reconnaître dans le communiqué de lancement qu'il qualifie de tentative de passage en force, condamné d'ailleurs. Ils exigent donc un dialogue franc et immédiat avec les acteurs qui ont en charge l'organisation de ces concours, sinon le suivi des potentiels admis risque ne pas se tenir dans les meilleures conditions. Nous avons convoqué le secrétaire général du syndicat national des GRH, des gestionnaires des ressources humaines, M. Souleymane Zoromé. Encore une fois, bienvenue. Merci également à vous pour l'invitation. Tout à l'heure, vous me disiez en off, c'est vrai que c'est le syndicat, vous représentez le syndicat, mais là, ce n'est pas une activité du syndicat. Qu'est-ce qui explique cela? Merci pour cette invitation. Je dois d'abord dire que c'est un mouvement de débrayage qui a été observé depuis le 6 mai 2019 par l'ensemble des GRA qui sont dans le département ministériel à travers les directions des ressources humaines, les directions générales de la fonction publique, mais également la maison mère qui est la fonction publique. Alors, ce débrayage est lié donc à une insatisfaction, à un sentiment de frustration, de menace, à un sentiment de manque de protection, de moyens, de conditions de travail par les uns et les autres. Le syndicat s'en est saisi à travers donc une correspondance le 7, adressée à son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour alerter donc de cette situation-là qui s'empirait au jour le jour. Je vous invite à faire un tour au niveau donc des services du ministère de la fonction publique, à travers les régions, à travers le centre qui est à Ouagadougou. Vous allez vous rendre compte que le minimum, ne serait-ce que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, les conditions de connexion ne sont pas réunies. Il y a également des acteurs qui entourent le ministre, dont son secrétaire général, son DIRCAB, ses deux conseillers Sangaré et Dabré, mais également le DAF, qui mènent des activités ou des pratiques qui ne sont pas de nature à favoriser la collaboration et l'encouragement des uns et des autres à travailler. Le simple fait d'avoir même la connexion Internet dans les services manque. Il y a également les problèmes de câblage des lieux. Je vous invite à faire un tour au niveau de l'immeuble de la modernisation. Vous allez voir que les fils électriques, jalonnent les couloirs et les gens sont obligés d'enjamber ces conditions-là pour pouvoir aller travailler. Donc voilà, entre autres, ce qui a conduit les uns les autres. Et ça, c'était un élément. L'autre élément qu'il faut signaler, c'est le refus, sinon une remise en cause d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat des GRH le 4 août 2017. Vous êtes déjà dans la plateforme, le point de la plateforme revendicative, c'est cela? Oui, je ne vais pas donner les éléments. Je vais dire que, en plus des conditions difficiles de travail des uns des autres, en plus de manque de travail, je vous donne un exemple palpable. Faites un tour à l'agence générale de recrutement de l'État qui compte 52 agents. Vous avez moins de 30 places assises. Quand les autres viennent, ils se tournent les pouces.
Ce que je veux comprendre, c'est une question de généralité. Pourquoi ce n'est pas le syndicat qui est au devant de la lutte aujourd'hui? Vous dites que c'est l'ensemble des GRH. Est-ce c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans votre syndicat et vous voulez brasser large? Non, l'ensemble des GRH, de l'administration publique, du ministère de la fonction publique, des institutions, des EPE se reconnaissent dans le syndicat. Mais il faut faire la part belle. Un mouvement d'humeur n'est pas un sitting, n'est pas une grève. C'est comme vous avez votre famille. Vous avez des enfants, un enfant peut se sentir frustré, ou des enfants peuvent se sentir frustrés par le père, à travers donc sa manière de gérer l'ensemble. Et cela va amener ce dernier-là à ne pas se conduire normalement, convenablement, pour que la famille se porte bien. Alors donc il faut assimiler le mouvement d'humeur à cette image que je viens de donner. C'est de faire en sorte que, lorsqu'on demande à un agent d'avoir des résultats nécessaires, il faut lui donner les moyens de travailler. Ne mettez pas les gens dans les risques et leur demander de faire l'impossible. Parce que nous sommes tous des pères de famille, nous sommes soucieux du bon fonctionnement de notre administration. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de matière pour dire que je veux un résultat, il faudrait que les gens travaillent ainsi, mais si vous ne donnez pas le minimum, ça pose un problème. Voilà pourquoi je disais, entre autres, le débrayage est lié aux conditions de travail, aux intimidations, aux injures, aux menaces que les plus proches collaborateurs du ministre exercent sur l'ensemble du personnel de la fonction publique, notamment les GRH. On va y venir, Voilà. mais ce que je veux comprendre d'emblée, c'est que il y a au niveau du ministère de la fonction publique un syndicat éponyme, on peut le dire, qui dit lutter contre, en tout cas, l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents. Vous, GRH, vous ne le connaissez pas dans cette lutte là où les intérêts discutés aujourd'hui? Je ne vous comprends pas. Un syndicat... Oui, le syndicat en charge du ministère de la fonction publique. Oui, qui dit lutter contre les conditions de travail. Non, pas contre, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents, de tous les agents de la fonction publique. C'est ça. Dans le ministère, nous avons 3 entités, avec une 4e entité qui vient de se créer. Nous avons le syndicat des GRH, dont le SINAGERA que nous représentons. Nous avons le syndicat des travailleurs, l'inspection du travail, SINACIT. Nous avons le syndicat des secrétaires, le SINACEP. Et aujourd'hui, avec la création du syndicat des archivistes, qu'on a appelé le SINAGID. C'est-à-dire, si vous voyez qu'au fur et à mesure que chaque entité se constitue en syndicat, c'est contre les conditions précaires de travail. C'est pour exiger les meilleures conditions de travail. C'est pour demander à ce qu'on mette fin à des pratiques d'une certaine époque qui n'ont pas raison d'être citées ici. Je vous donne un exemple. Nous avons une circulaire qui date de 2017, signée par le MINEFID, qui fixe les conditions d'attribution ou de partage ou de distribution, j'allais dire, de carburant pour le fonctionnement des structures. Le ministère de la fonction publique prend une décision qui date de cela 3 mois, signée par le SG en complicité avec son DAF, pour fixer d'autres quotas, d'autres montants qui n'ont rien à voir avec la circulaire qui harmonisait ces distributions-là de carburant entre les structures. Vous avez une secrétaire particulière du secrétaire général qui se retrouve avec 60 000 francs par mois, contre un directeur nommé en conseil des ministres qui se retrouve avec 40 000 francs par mois pour le fonctionnement de sa direction. Vous avez des directeurs nommés au même niveau de responsabilité, certains sont à 150 000 francs et d'autres se retrouvent à 40 000 francs. Ça ne peut pas marcher. Alors, s'il y a une loi qui doit s'appliquer à l'ensemble du personnel de notre administration publique, il faudrait que la loi ne soit pas 2 poids 2 mesures. Il faudrait faire en sorte que ceux qui se fourvoient pour dire c'est les meilleurs conseillers, c'est les acteurs qui accompagnent le procès CENI, que je respecte personnellement, mais le chemin qu'il est en train de prendre n'est pas à son honneur. Pour un homme de son rang, je suis un peu surpris de voir le forcing ou la démarche qu'il est en train d'entreprendre dans son département. Du reste, l'ensemble des critiques, l'ensemble des préoccupations soulevées, parce que nous sommes peut-être le dernier syndicat, pas le dernier syndicat, l'un des syndicats qui a peut-être tardé à mettre sur la table ces différentes préoccupations. Parce que notre profession nous oblige souvent certaines réserves. On ne peut pas manifester comme les autres. Parce que nous sommes des gérants, nous sommes appelés à apaiser un peu le climat ailleurs. Maintenant, si dans la maison, on ne veut pas nous écouter également pour faire en sorte que vous êtes les premiers à calmer la situation, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, qu'on se fasse attendre. C'est ce qui est en train de se passer. D'accord. Maintenant, vous me prenez la parole. Bon, mais je ne sais pas
Lui, les porte-parole, je ne sais pas si les... Je suis le secrétaire général du syndicat national des gestionnaires de ressources humaines. Maintenant, vous êtes là en tant que qui? Je suis là en tant que secrétaire général. D'accord, donc c'est le syndicat qui est là. Voilà, parce que c'est une question de généralité. Exactement. Il avait dit que ce n'est pas un mouvement endossé par le syndicat, donc je voudrais savoir maintenant à qui j'ai affaire, si c'est le GRH ou c'est le secrétaire général du syndicat qui est là. C'est toute une question de généralité déjà pour savoir. La précision est importante. La précision est très importante. Vous avez tout à fait raison. Voilà, donc autre élément de précision, il est allé jusque, comment on appelle ça, très rapidement dans les doléances. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi qui coince? C'est le problème de fil ou bien c'est le problème de connexion? Le problème même, il est où actuellement, au point de bloquer la procédure des concours? Ce qui bloque la procédure des concours, c'est la frustration, c'est le forcing, on l'a dit sur d'autres tribunes, c'est également le contournement, les intimidations. Rappelez-vous qu'avant que les concours ne soient lancés par l'autorité en charge de la fonction publique, nous avons observé le lundi passé une descente musclée des forces de défense et de la sécurité au sein de la GRE pour une réquisition qui s'est opérée dans l'illégalité. Les gens ne sont pas en grève, les gens demandent le minimum pour travailler. Au lieu de trouver des solutions à cela, on veut passer par des manières d'une autre époque. Ça pose un problème. Nous sommes dans une république, nous avons la chance d'avoir un acteur de droit public. En principe, ça ne devait pas arriver. Mais si cela est arrivé, ça veut dire qu'il y a peut-être un calendrier caché derrière que nous ne connaissons pas. Tout compte fait, nous ne pouvons pas admettre que l'on vienne détruire le peu que nous avons, notamment le climat serein et les conditions de travail dans notre administration. Alors, dans le deuxième point, c'est un mot qui a sorti, forcing. Qu'est-ce que vous mettez dans forcing? Qu'est-ce que ça veut dire, le forcing opéré par le MID? C'est quoi le forcing? Le forcing, c'est quoi? L'agent général de recrutement de l'État manque de connexion Internet, manque de places assises, manque des feuilles pour travailler. Il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas de photocopieuse. Au lieu de trouver la solution, on va louer un hôtel de la place à des coûts de millions pour un travail de 10 jours. On réquisitionne des acteurs sur la base d'une réquisition illégale avec comme motif qu'ils sont en grève. En aucun moment, le syndicat n'a lancé un mot d'ordre de grève. Alors, les articles visés par la loi 4060, par également la loi 081, ne collent pas ici. Les acteurs ont fait des recours administratifs, des recours hiérarchiques pour dire que les motifs évoqués ne tiennent pas ici, donc du reste, ils ne sont pas en grève, ils ne peuvent pas être réquisitionnés sur cette forme. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par l'intimidation. On évoque les questions de les affecter dans les régions. Ça également, ça soulève une préoccupation que le procès n'a pas vu comme un danger. Est-ce à dire que ceux qu'on a affectés en région ont été affectés sous menace, sous sanction? Alors les camarades qui sont dans les régions se préparent pour redescendre également à Ouagadougou, parce que si on doit dire à ceux qui sont à Ouagadougou, si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas sous la pression, sous la menace, on vous affecte en région. Ça veut dire que moi, étant affecté en région là, j'ai le plein droit de me plaindre pour me faire réaffecter à Ouagadougou. Alors, deuxième question, vous dites que vous êtes... Je vais peut-être terminer pour expliquer ce que dit force. Le forcing, c'est la présence de la police et de la gendarmerie que les gens ont observé le lundi passé devant la GRE, où certains acteurs ont été forcés par certains responsables à rentrer dans les véhicules et se diriger vers l'hôtel. Si on ne peut pas mettre de l'argent pour mettre la connexion dans les départements, moi je ne comprends pas pourquoi on peut mobiliser des millions pour réunir moins de 20 personnes, moins de 10 personnes du moins, dans un hôtel de la place avec toutes les commodités, alors qu'une structure ne demande que ça. D'accord. Deuxième question, troisième question maintenant. Vous dites que vous n'êtes pas en grève, vous êtes en mouvement d'humeur. La différence, c'est quoi? La différence, je l'ai illustré par une image. Une grève... Moi, je vais la voir concrètement. Oui, une grève respecte des conditions. Je vous invite à lire la loi 4060, vous allez voir les conditions. Je connais bien la loi 40, moi je veux que vous me dites la différence entre votre mouvement d'humeur et ce qui n'est pas une grève. C'est ce que vous me dites. Le mouvement d'humeur, je l'ai dit, oui, c'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment de travail qui prend un coup à travers le mécanisme de ralentissement. Ça veut dire quoi? J'ai demandé un stylo pour travailler, on ne me donne pas un stylo. Du reste, si je viens à mon service, s'il n'y a pas le stylo, je m'assois. J'ai demandé la connexion Internet pour pouvoir donc me connecter sur le réseau qu'on appelle SIGASPE. On ne met pas les moyens. Je vous rappelle que ça fait depuis le mois de mai 2018, aucune structure de la fonction publique ne dispose de SIGASPE pour travailler. C'est notre outil de base. Les acteurs, ça fait 2 ans, ils attendent le code pour pouvoir travailler. On ne les attribue pas. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit.
Alors donc, si vous là, il y a un problème. Ma dernière série de questions pour le moment, si vous arrivez au service le matin aujourd'hui, c'est quoi que vous accomplissez comme tâche? On fait ce qu'on peut faire avec les moyens rudimentaires. Comme par exemple jusqu'à la descente. Si je suis un acteur qui élabore les actes ou les projets, qui élabore les notes d'études, si j'arrive, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de feuille de rampe, je ne vais plus me lever, chercher avec ma moto, mon carburant pour faire le tour de la ville, pour pouvoir donc imprimer un document. Plus jamais ça. Parce qu'on demande de travail. On m'a recruté pour le travail. Si on ne met pas les moyens, on passe par des menaces, par des intimidations, par des propos en disant on va vous relever, on va vous affecter, on va vous réquisitionner de force. Je pense que cela ne devait pas arriver. Donc aujourd'hui, ça ne travaille pas, mais ce n'est pas une grève. Ce n'est pas que ça travaille, ça travaille avec ce qu'on dispose et avec la moralité, avec le moral que nous avons. C'est un peu cela. Moi, j'en ai fait le présent. Geoffroy Vara. Merci. Moi j'ai une première question. Vous dites que, parlant de texte, on ne peut pas réquisitionner quelqu'un qui n'est pas en grève. Mais comment s'appelle quelqu'un qui n'est pas en grève, qui ne travaille pas? Il faut que vous compreniez que ce n'est pas... Qui refuse de travailler. Non, il ne refuse pas de travailler. Moi j'ai dit ça parce que nous on écoute. On vous écoute, mais on écoute aussi un autre son de cloche. Voilà pourquoi je dis, quand on dit réquisition, ça veut dire qu'on vous appelle à venir travailler. Vous dites que c'est refus de travailler. Vous dites que vous refusez de travailler. Dites comment est-ce que ça s'appelle, c'est la question que moi j'ai posée. Je suggérais que l'autre champ de cloche là, que nous sommes sur la même table. Non, mais on l'a eu. Non, c'est vous qui êtes au prétoire aujourd'hui. Justement, je veux vous dire que ce n'est pas un refus délibéré. Je l'ai dit. C'est pas un refus délibéré. Mais c'est un refus quand même. C'est pas un refus. Ah d'accord. C'est une exigence pour travailler. Il faut faire la part belle des choses. Parce que quand je dis je refuse, c'est-à-dire on met tout à ma disposition, on met le minimum à ma disposition et je refuse de faire. Là il y a un problème. Je vous invite encore à faire un tour avec vos caméras à l'agence générale de recrutement de l'État. Vous allez observer les lieux, vous allez vous en rendre compte que les gens sont dans un contexte de dangerosité pour travailler. Oui, ça vous l'avez expliqué déjà plusieurs fois. Justement. Il y a des concours qui doivent être organisés, il y a des petits frères qui vous regardent, il y a des... Je pense que vous êtes passé par là, hein. Vous savez la pression qu'il y a quand on attend ces concours. Lorsqu'on finit à l'université, on finit ses diplômes qu'on a obtenus de haute lutte, on sait comment c'est pas facile. Et on attend, on nous dit, ça travaille, il n'y a pas grève, mais on ne peut pas faire. C'est à eux que vous parlez aujourd'hui. C'est à ces parents d'élèves, c'est à ces étudiants-là que vous parlez, c'est ceux-là qui nous écoutent aussi, qui veulent bien comprendre. Voilà pourquoi je pose la question. Justement, moi j'ai déjà envoyé une équipe de journalistes à votre niveau, je vous ai écouté, vous avez parlé des problèmes des réseaux que vous aviez. En fait, ce que vous posiez comme problème, c'est que vous êtes dans l'incapacité de travailler parce qu'il n'y a pas un certain nombre de, de conditions réunies pour que vous travailliez. Mais vous avez ceux qui vous organisent, qui disent que vous pouvez travailler et pour que le travail avance, être obligé, c'est réquisitionner et pour que au moins les dates qui aient été prises le soient. Le ministre, on l'a reçu ici, il a dit, et peut-être que vous allez nous corriger ou bien peut-être ça vous donne aussi l'opportunité de répondre, il dit, il a discuté avec vous, et la question de retard, c'est qu'une coïncidence et que votre dynamique n'est pas de retard de quoi que ce soit. C'est une question de coïncidence. Maintenant, si c'est une coïncidence et qu'il y a urgence d'organiser des concours, je pense qu'on a tous écouté en conseil des ministres, il y a des gens qui attendent. La bonne foi voudrait au moins qu'il y ait cet effort-là pour que cela se fasse. Mais on a l'impression qu'il y a un refus. Vous dites que vous avez patienté, mais comme la plupart des syndicats, vous avez la bonne période, vous avez attendu la bonne période pour mettre dans la balance l'organisation des concours et ce que vous demandez. Est-ce que c'est pas ça à la fin? Merci. Je veux dire que notre emploi, nous avons toutes les périodes nécessaires. Nous sommes des acteurs à l'entrée, au milieu de la carrière et à la sortie. Aujourd'hui, quand on fait une fixation sur les concours, c'est méconnaître les autres éléments qui sont également impactés par ces mouvements d'humeur. Vous avez des acteurs que nous avons recrutés, ça fait plus de 6, 4, certains plus de 8 mois, qui sont aujourd'hui en attente des actes pour que ça sorte. Cela n'est pas réalisé. Nous avons également des acteurs qui devaient aller à la retraite. C'est courant là, les actes ne sont pas élaborés. Alors, je vais vous dire que l'urgence d'organiser les concours, le syndicat l'avait signifié dans ses correspondances. Les concours de 2018 n'ont pas eu de bilan. Il y a eu des problèmes. Les concours de 2018, depuis l'adoption de la loi 081, s'organisent sur la base
des textes qui sont révolus. Nous avons également mis dans nos documents pour dire qu'il était temps de revisiter ces textes-là pour les adapter à la réalité. Je vous donne un exemple l'année passée. La magistrature a été reportée. Pourquoi? Parce que le système LMD a allé très vite. Et les acteurs ne sont pas souciés pour revoir certains textes qui organisent certains concours. C'est ce qui risque d'arriver cette année également. La plupart des concours s'organisent sur des bases dépassées. Et tous les candidats ont la possibilité d'attaquer tous les concours, quel soit concours prochain, concours direct. Parce que si vous connaissez les textes, vous allez me dire aujourd'hui que nous avons raison de dire qu'il y a des minimums. Si vous ne les levez pas, nous ne voulons pas être complices de ce cafouillage qui est en train d'être organisé. Ça a commencé quelle année passée, ce cafouillage-là? Depuis 2017, après l'adoption de la loi 081. D'accord. Raison pour laquelle nous sommes allés en mouvement en 2016, en 2017 pour dire qu'il était temps de revoir les choses. Aujourd'hui, quand vous êtes un acteur engagé dans les concours, il n'y a pas de protection. Lorsque vous êtes en faute, vous êtes le premier à être maté. Je vous donne un exemple. Les concours de la CNSS sont organisés avec une structure privée. Aujourd'hui, quand le problème s'est posé, l'autorité avait eu comme intention de confier la matière de recrutement à une structure privée. Nous avons dit, faites attention. Ne serait-ce que la CNSS, vous avez confié à une structure privée. Voilà tout ce qui s'est passé. On ne gère pas les concours comme on gère un examen. C'est l'entrée dans la fonction publique. C'est quelque chose que tous les Burkinabés espèrent. Ce que nous voulons dire ici, c'est de faire en sorte que ceux qui disent qu'ils nous organisent, qu'on peut organiser les concours, nous sommes des professionnels de recrutement. On peut me dire que c'est faux, tout le monde peut organiser. Mais là, moi, je vous mets en défi. Ceux qui pensent qu'ils peuvent organiser en enjambant ou en escamotant les étapes, ils se mettent un doigt dans l'œil. Il est bon que les gens puissent comprendre que les concours de la fonction publique, c'est une matière enseignée. Il y a des étapes, il y a des textes, il y a des risques. Si vous ne revoyez pas l'ensemble de ces textes, des conditions pour pouvoir l'organiser, vous courez droit au mur. C'est ce qui est arrivé. Le ministre, avec ses collaborateurs, lance les concours professionnels à partir du 5, lance également aujourd'hui les concours directs sans tenir compte d'un problème que nous avons au Burkina Faso, la connexion. Tous les concours passent, sans un concours passe également sur la réception se fait en ligne. Le Burkina Faso, vous connaissez le problème de connexion. Nous avons également dit, lors des ateliers, pour dire, l'année passée, il y a eu un petit bilan sur la réception des dossiers en ligne, avec des acteurs de la société civile, qui sont venus, qui ont également dit qu'il n'était pas bon que nous puissions mettre tous les concours en ligne, surtout les concours inférieurs au bac. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de maîtrise de l'outil informatique, c'est une chose difficile pour beaucoup de Burkinabés. Ça, c'est un. Le problème de connexion de Burkina pose problème. Il y a également que la plateforme n'est pas vulgarisée. Alors, si vous prenez le risque, malheureusement, c'est ce que l'autorité a opté. On prend le risque et on met tout en ligne. Aujourd'hui, quelle est la garantie que il ne s'agit pas de lancer les concours, mais il s'agit de s'assurer que dans quelles conditions. Voilà pourquoi nous voulons être regardants, nous voulons être, j'allais dire, précis. Là-dessus, vous ne pouvez pas prétexter que ça ne va pas marcher. Je vous dis que... Vous ne pouvez pas le dire maintenant que ça ne va pas marcher. Des inquiétudes ou bien des faits. Je vous dis que ça fait 12 ans de pratique. Mais c'est maintenant qu'on veut passer tous les concours dans ce système. Non, vous savez, ça a commencé depuis 2015. Le principe... Mais ce n'était pas l'entièreté. Voilà, d'aller graduellement. Évidemment. Ça a commencé. Mais l'année passée, il y a eu tellement de problèmes, je ne vais pas rentrer dans les secrets de Dieu. Même la correction électronique s'est opérée sur la base donc, de correction électronique. Il y a des problèmes. Si je vous dis ici, peut-être que tous les Burkinabés vont se lever pour attaquer tous les résultats. Mais je préfère ne pas arriver à ça. Je préfère dire que les conditions ne sont pas réunies pour que ce forcing-là puisse aboutir à de meilleures conditions. Dernière question. Oui. Quand je finis de vous écouter, ça veut dire que tant que vos conditions de travail là ne sont pas réglées, tant que vos inquiétudes ne sont pas levées, il n'est pas question de parler de concours. Les autorités ont pris langue en disant que les concours vont être organisés. Vous dites même que vous n'êtes même pas informé de cela. Justement, parce que le travail s'est fait dans des conditions que nous ignorons. Il y a des structures habilitées pour prendre les textes. On ne les a pas réunis là-bas. On les réunit dans un hôtel. Et déjà, les communiqués qui sont déjà publiés, il y a des illégalités. Si vous lisez entre les lignes, vous allez voir que... C'est parce que vous refusiez de partir. Non, je vous dis, ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser. Ce n'est pas un refus. Je vous dis que les concours, il faut être prudent quand quelqu'un s'assoit pour dire
tel acteur peut le faire. Non, c'est qu'il me connaît la matière. Mais nos journalistes sont allés dans vos locaux. Vous avez dit il y a problème de connexion, il y a problème de ceci, il y a problème de ça. Donc on est là, on ne travaille pas. On peut prendre... Comment est-ce que le ministre peut organiser les choses si il ne fait pas des réquisitions? Alors que vous êtes assis, vous dites que vous n'y allez pas. Vous dites que vous lui en voulez d'avoir fait des réquisitions, alors que lorsqu'il vous appelle, vous dites que vous n'y allez pas. Non, il ne nous a pas appelé. Il a dit sur votre plateau que le dialogue n'est pas rompu, que le débat continue. Où ça se trouve? Il y a un problème. C'est pas une question de dialogue, c'est une question d'organisation, donc des séances de travail auxquelles vous ne voulez pas aller. La structure qui organise n'a pas les moyens pour travailler. Au lieu de mettre les moyens là-bas, on préfère aller prendre des millions, aller réunir les gens pour travailler. Non, ce n'est pas une question d'attente. C'est une question de prudence que nous voulons prendre. Donc vous voulez que le ministre s'asseye avec vous, qu'il engage les dialogues, il fasse les dialogues jusqu'à ce que vous puissiez trouver, je ne sais pas moi, une porte de solution, des promesses. Et maintenant, on va se retourner vers les enfants qui attendent pour dire maintenant on va organiser des concours. Étant entendu qu'il y a une forte pression qui est en train d'être faite. J'ai dit, vous êtes passé par là, vous savez de quoi on parle. Ce que nous disons au ministre, je suis passé par là. Il ne faut pas foncer pour organiser. Parce que vous mettez également vous-même, votre ministère, et même les candidats en danger. Je vais vous donner l'exemple de l'année passée, la magistrature. Quand l'autorité a voulu y aller avec ça, je pense que nous avons dit techniquement, pas en tant que EG, mais en tant que professionnel de concours, pour dire ça ne peut pas marcher. On ne nous a pas écouté. On a dit non, on va y essayer. Ça fait 40 postes perdus l'année passée. Cette année également, ça fait 40 postes. Il n'y a pas de garantie pour que cela soit organisé. C'est les enfants qui perdent des postes de magistrature gratuitement. Ça dit, aujourd'hui, quand vous avez la chance ou la malchance, parce qu'il y en a qui, ça dépend d'où on se trouve. Quand vous avez la chance de dire souvent la vérité à votre hiérarchie, on vous prend pour quelqu'un qui est contre. C'est dommage. Ceux-là qui pensent que en disant ça, il y a des gens qui ne sont pas clairs, qui sont hypocrites autour de lui. C'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons dire que... Mais j'en ai une autre. Et je me dis, est-ce que, au finish, au regard de tout ce qui est en train de se passer, nous ne disons pas que vos griefs ou bien ce que vous dépeignez comme réalité de votre administration, elle est fausse. Nous, on passe souvent dans l'administration publique. On sait comment les gens sont dans un dénuement total. On sait la réalité de ces administrations-là. Est-ce que vous pensez que la solution aussi, c'est de... Je sais que vous n'allez pas aimer le thème, mais c'est le constat pour ceux qui sont de l'extérieur. Bloquer la machine, boycotter. Est-ce que c'est la solution, bloquer la machine en exigeant qu'on trouve tout ici et maintenant en termes de solution, ou essayer de sauver ce qui peut l'être, mais discuter. On sait que ceux qui sont en face aussi, ce n'est pas des gens faciles. Mais je dis, est-ce que bloquer la machine aujourd'hui comme ça, c'est la solution? Je vous donne un exemple et une perspective qui vient de moi personnellement en tant qu'acteur des concours. Quand il y a eu le problème de connexion Internet depuis le mois de mars 2018, alors que nous avons un programme alléchant au ministère de la fonction publique qu'on appelle PMAP, le programme de modernisation de l'administration publique, qui injecte des millions pour donc la numérisation ou le passage du papier au numérique. Tous les actes des concours se prenaient sur la base donc, du système SIGAS-PE. Mais comme il y avait ces problèmes-là, par moment, les acteurs, par le souci d'aller plus vite, qu'est-ce qu'ils font? Ils transposent ces actes-là en version Word. Alors que c'est la Banque mondiale qui a exigé qu'on puisse tomber la paperasse pour passer maintenant à d'autres systèmes. Mais c'est ce qui est en train de revenir. Je vous dis que ce n'est pas un sentiment, une gaieté de cœur pour dire que nous bloquons ou que nous boycottons. Ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un boycott, mais c'est une interpellation qui ne date pas d'aujourd'hui. Si l'autorité va organiser les conditions dans les conditions sereines, il faudrait quand même que, ne serait-ce que les conditions de texte, ne serait-ce que les structures qui organisent, ne serait-ce que les acteurs qui organisent là, puissent être dans les conditions pour pouvoir travailler. Je vous comprends quand vous dites que les petits frères attendent. Nous sommes plusieurs fois interpellés. Mais nous voulons que les gens puissent comprendre que il ne s'agit pas d'organiser pour organiser. L'année passée, nous avons interpellé pour dire que la magistrature courait vers un danger de remise en cause des trucs. Ils l'ont fait, voilà, c'est arrivé. Et cette année également, c'est ce qui va arriver en cascade. Parce que les acteurs qui composent, je suis dans la chaîne des concours. Chaque fois que Dieu fait, nous avons des recours venant de la police ou venant du tribunal pour dire tel concours a été organisé, il y a ce problème. Pour que cela ne puisse pas être fait l'effet de boule de neige. Partout, rien n'est parfait. Voilà, non, pour que cela puisse cesser. Parce que quand il y a un problème, ce n'est pas le ministre que les gens vont aller voir. Ce n'est pas le EG que les gens vont aller voir. Ce ne sont pas les conseillers techniques que les gens vont aller voir. C'est les acteurs opérationnels qu'on met dans les concours
qu'on vient épingler. Est-ce que là-dessus, vous avez exigé un cadre de réflexion pour améliorer les choses, plutôt que d'attendre la veille des lancements pour bloquer la machine, comme Geoffroy l'a dit? Avant même le 6 mai, avant même le 7 mai du mois 2018, pour que la correspondance soit envoyée au Premier ministre, je pense que dans la maison, nous avons sollicité la rélecture des textes. Nous avons sollicité un bilan sur l'organisation des concours 2018 pour tirer les enseignements, pour faire en sorte que ce qui est à relire soit relu, ce qui est à parfaire soit parfait. Et ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas les moyens pour le faire. Mais on peut mobiliser des millions, ne serait-ce que pour 10 jours de travail. Mais c'est combien des millions? C'est combien des millions? Je n'ose pas vous dire, je vous invite à aller voir le DAF. Beaucoup de choses au tribunal. Vous savez, quand je suis un syndicaliste, je suis un acteur du mouvement social, je préfère que vous ayez les acteurs qui ont mobilisé ces éléments-là. C'est bon, vous avez cela, mais quand on vous a sur le plateau que vous pouvez dire, il faut le dire. Est-ce que vous avez vu le document de bail? C'est très facile de dire, c'est des millions, c'est des millions, c'est des millions. Et que ce soit vous-même qui posiez ça sur la table. Je vous donne un exemple. Oui, je vais vous donner le chiffre. Il faut dire le chiffre. Je vais vous donner le chiffre. Avant que cela ne soit fait, je crois que la direction qui organise les concours avait exigé sur toute l'année, pour élaborer ces projets d'arrêté communiqué là, un budget de moins de 15 millions. L'autorité a dit à cette direction qu'il n'y a pas les ressources. Lorsque le problème des communiqués s'est posé, problème de connexion, c'est en tenant en moins de 3 jours, on a mobilisé 25 millions. 25 millions pour 10 jours d'activité, pour envoyer les acteurs à couper, à Tenkorogo du moins, pour travailler. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Alors, nous avons demandé 15 millions sur toute l'année pour pouvoir travailler. Vous avez dit qu'il n'y a pas les ressources. Mais il y a un problème qui est là, il y a une pression qui est là. Vous pouvez mobiliser 25 millions sur place. Vous êtes sûr que c'est vraiment 25 millions sur Tenkorogo, c'est pour une dizaine de personnes? J'ai vu le budget, j'ai vu tous les documents montés. J'ai même participé à ce débat pour dire c'est de la foutaise, ça va encore rébeller les uns les autres. Ça va encore pousser les uns les autres à l'extrême. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il faut, quand on dit on est gouvernant, il faut anticiper. Vous avez demandé un programme d'activité à la structure. Elle vous a envoyé le programme d'activité avec des montants chiffrés et même justifiés. Vous ne pouvez pas accorder cela. Mais quand c'est des activités ponctuelles, c'est le même gouvernement qui dit qu'il faut rationaliser les missions, il faut rationaliser la question des carburants. Et je vous ai dit tantôt dans mes propos, en même temps qu'on veut rationaliser, on prend un texte encore pour dépasser pour certains. À Tenkorogo, c'est pourquoi? Tenkorogo, c'est pour un travail d'élaboration des projets. Alors que c'est le même projet que les gens avaient étalé sur toute l'année. Alors, l'autre question qui n'a pas encore été répondue par rapport aux millions évoqués, c'est la réquisition actuelle dont vous récusez là. Oui. Ça coûte combien de millions? Ce sont ces mêmes millions qui ont été mobilisés pour le travail. C'est 25 millions aussi, c'est ce que vous me dites? C'est ce que je pense. C'est ça ou vous pensez? C'est ça. Vous pouvez aller vérifier auprès du DAF. Nous allons vérifier, ça c'est clair. Vous pouvez aller vérifier. Je vous dis. Monsieur Zoroubé, oui. contentez-vous de répondre à nos questions. Oui, je vous invite. Pour la question de la vérification, je crois que vous avez répété que même dans vos locaux, nos reporters y étaient. Okay. Donc, rassurez-vous, suivez sûrement nos sessions d'information. Je vous invite, je vous dis oui, allez vérifier. Mais maintenant, la question, elle est simple. Les 25 millions, c'est pour Tenkorogo et Ouaga, ou bien Tenkorogo a pris 25 millions, Ouaga a pris 25 millions? Tenkorogo n'a pas eu lieu. Tenkorogo n'a pas eu lieu. Ah, ça n'a même pas eu lieu? Ça n'a pas eu lieu. Ah, ok. Pour moi, c'est le transfuse du même budget là, le Tenkorogo qui a mobilisé les gens à l'hôtel de la ville de Ouagadougou. Mais à combien? C'est le même montant. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Et maintenant là, je l'assure pour comment dire cela, le sujet sur lequel le travail a porté, c'était plus la même chose. C'est le même sujet. C'était le même sujet. Donc, alors que non, là-bas c'était pour élaborer des projets, vous avez dit. Les projets de communiquer, c'est le même projet de communiquer. C'est le même travail. Ah d'accord. Voilà, c'est un déplacement. Je vous dis qu'il y a eu une étude, il y a un consultant, un acteur privé qui a eu un contrat avec le ministère, qui est venu faire l'évaluation du problème de connexion. Nous n'avons jamais vu la fin de l'évaluation. Nous avons vu des récablages. Ça fait plus d'une année. Et rien ne va. Voilà la réalité. Voilà. Je ne sais pas si... Moi, je voudrais revenir sur la question pertinente de Bernard quand il vous demandait de définir le terme forcing. Parce qu'il semble qu'il y a certains de vos camarades qui étaient partants pour prendre part, ils ont compris la nécessité d'organiser ce concours-là. Il y avait des menaces sur eux, et c'est pour cela qu'on a envoyé les forces de l'ordre, la gendarmerie notamment, ils ont même demandé à ce qu'ils soient encadrés pour pouvoir les amener au lieu de travail. Pourquoi vous y voyez cela comme si les gens étaient menottés et amenés de force? Moi, j'ai été témoin oculaire. J'ai été témoin oculaire d'un acteur qui a été interpellé de force, poursuivi par son directeur pour qu'il s'y rende. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé parce qu'il y avait le véhicule de la gendarmerie dehors.
Le directeur en question devait prendre part, en voyant l'acteur entrer dans son bureau, il a poursuivi le dernier en disant « Viens, nous allons partir ». Et la personne a simplement dit « C'est une réquisition illégale, je ne suis pas obligé d'opérer. J'ai demandé à ce qu'on mette les conditions dans mon poste de travail pour travailler. Si on peut me déplacer là-bas, c'est qu'on peut déplacer également les mêmes conditions. J'allais des meilleurs se trouvant dans l'hôtel, déplacer à mon service. Est-ce qu'il a été embarqué? C'est parce que la personne a refusé, la personne a pris son engin et puis disparaître. Oui, mais justement, en fait, c'est... Oui, on dit la même chose. Je vous dis... Monsieur Zoromé, attendez, vous avez demandé un élément. Monsieur Zoromé, attendez qu'il précise sa question. En fait, même avec ça, avec l'interpellation de son chef, tout, il a dit « Je ne pars pas, c'est illégal. Je ne vais pas. » Mais il y en a qui sont partis librement monter. Maintenant, lui, il a pris, vous avez dit qu'il a pris son engin et puis il a disparu. Il a même quitté le service. Oui. C'est un refus de travail. Le forcing a eu lieu où? Parce qu'à vous entendre parler, comme Geoffroy l'a dit, c'est comme si ceux qui sont allés ont été menottés, embarqués et puis j'étais... Je n'ai jamais utilisé le mot... Non, j'ai dit... Ne m'attribuez pas un propos que je n'ai pas... Non, je vais vous dire... C'est pourquoi j'ai tenu... Vous m'avez demandé le forcing. Il faut que je vous explique ce que nous entendons par forcing. Monsieur Zoromé, attendez, on fait dans la discipline. C'est pourquoi moi j'ai tenu à vous demander de m'expliquer, de nous expliquer, quand vous avez dit qu'elle était poursuivie, le processus de poursuivi jusqu'à arrêter, comment est-ce que les choses se sont passées. J'ai voulu comprendre. Est-ce qu'elle était poursuivie, coincée contre le mur et embarquée de force? C'est pourquoi moi j'ai voulu savoir ça. Maintenant vous dites non, son directeur a poursuivi, à la fin il a refusé, il a pris son agent, il a disparu. Donc, ça m'a permis de comprendre clairement que la poursuite a eu lieu, mais bon, il a refusé à la fin. Nous, de ce qu'on a eu comme retour, c'est des gens qui sont allés de façon volontaire travailler. Exactement. Oui, c'est ce qu'on a eu comme retour. Juste parce que c'est pourquoi dans leurs locaux naturels, c'était pas possible d'avoir ces séances de travail là. Non, ça je rectifie le tir. Ceux qui sont allés, si vous avez fait vos investigations et vous êtes arrivé à cette conclusion, je n'y peux rien. Demandez également, faites une investigation par rapport à ceux qui ont reçu les notes de réquisition là, pour dire quelles ont été ou quelles étaient les pressions qui ont été exercées sur ces personnes. C'est la pression de relèvement, si c'est un responsable de leur fonction, c'est la pression de sanctions disciplinaires, c'est la pression d'affectation et c'est la pression également de retenue à la source, alors qu'ils ne sont pas en grève. Mais pourquoi vous ne partez pas en grève directement? C'est comme je vous ai dit là, dans toute chose, nous sommes un syndicat de gestion des ressources humaines. Nous voulons que la situation s'arrange au bonheur de tous. Rassurez-vous, nous avons une conférence de presse demain, jeudi. À l'issue de la conférence de presse, les décisions vont être prises et toute l'opinion nationale sera informée de ce qui se passe dans la maison, mais également des actions qui vont être entreprises. Mais avant ça, il y avait le mécanisme des sit-ins. Vous n'allez pas aussi en sit-in, pourquoi? Justement, c'est la même autorité, à un moment donné, qui a eu l'affaire de débats de textes pour dire sit-in est illégal, sit-in n'est pas illégal, ainsi de suite. Bon, on se demande même au Burkina Faso, est-ce que nous avons... Vous ne répondez pas à ma question. Oui. Ce n'est pas ce que l'autorité a dit. Ma question, c'est pourquoi nous allons y aller, mais c'est l'instance de l'Assemblée générale ou l'instance qui décide le mécanisme à part. Le problème des réseaux, c'est devenu peut-être la nouvelle trouvaille aussi. Problème des réseaux, les problèmes de réseau, et parce que nous, quand on était là, non, on travaille, il n'y a pas de souci. C'est le réseau qui vient pas. C'est le réseau qui vient pas. C'est ça qui n'est pas là. C'est pour ça qu'on est assis, que vous me voyez sous les arbres. C'est l'effet de j'ai posé la question parce que après, effectivement, les décisions de sit-in, on coupe le salaire, la grève, si vous allez en grève, ça au moins c'est clair. Il y a coupure de salaire, c'est difficile. Sinon, on a vu des sit-in qui ont pris 28 jours au Burkina, mais depuis que cette décision de justice est sortie, on n'en a plus. Les uns et les autres ont trouvé une autre forme maintenant de revendication. C'est un mouvement d'humeur signé par la troupe. Et il y a d'autres qui disent c'est un problème de réseau. Après qui disent qu'il faut reprendre le travail parce qu'on a trouvé un terrain d'entente. Et c'est la même trompette que vous avez embouchée, M. Zoromé. Non, je vous dis que nous, on n'a pas peur. Chez vous, c'est pas comme ça. On n'a pas peur de Là, vous êtes exceptionnel. Non, on n'a pas peur de sitting ni de grève. Mais votre mouvement d'humeur fait combien de temps jusqu'à aujourd'hui? Ça fait combien de temps? Ça date même plus, c'est plus antérieur que le 6 mai. Mais c'est parce qu'à partir du 6 mai que les gens ont commencé à constater. Le 6 mai, nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc ça fait plus d'un mois déjà. Je vous dis qu'on n'a pas peur de sitting, nous n'avons pas peur de grève. La conférence va se tenir et l'Assemblée va décider de l'action forte à D'accord. Mais pour moi, au-delà de la question de votre combat et tout, je rappelle toujours qu'il y a des petits jeunes qui attendent de tout. Et donc, ce qu'ils veulent entendre, c'est de savoir, mais on sort par quel bout? Parce qu'eux, ils attendent.
qu'est-ce qui pourrait décrisper les choses aujourd'hui? Vous avez cité tellement de griefs, tellement de griefs. Quel minimum pourrait vous permettre de recommencer à travailler, permettre de donner l'espoir aux enfants? C'est ça, en fait, les perspectives. Bon, les perspectives, il faut le dire, il faut que l'autorité revienne à la raison, revienne à la table de discussion. Parce qu'elle a perdu la raison. Bon, si vous utilisez ce terme, ça, je vous conseille. Non, j'ai posé une question. Oui, parce que l'autorité dit... Quelles sont les mesures qui ont été prises qui prouvent que l'autorité n'a pas la raison? Mais il faut qu'il termine par répondre à ma question. Oui, je vais répondre à votre question. D'accord, allez-y. Parce que les enfants nous regardent, hein, ils sont inquiets. Je vais vous dire que très inquiets. Il faut que l'autorité revienne à la table de discussion, à la concertation. Et moi, je vous garantis que les acteurs sur le terrain sont plus soucieux que vous pour la bonne organisation des concours. Maintenant, si aujourd'hui, on veut nous jeter la faute à tous les niveaux pour dire que ce sont les gérants qui bloquent, qui boycottent, je me porte en faux par rapport à cela. Parce que nous ne voulons pas cautionner une organisation d'un concours ou des concours dans des conditions calamiteuses. Voilà, donc les jeunes frères, ils n'ont qu'à se rassurer. Les gérants sont dans une disposition de dialogue, dans une disposition de les accompagner. Mais nous voulons également aussi attirer leur attention pour dire que ce qui est en train de se tramer n'est pas à l'honneur ni du Burkina Faso, ni même des conditions sereines. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu. C'est quoi le minimum qui pourrait vous permettre de recommencer? Je vous ai dit en début, il faut que les concertations reprennent. Si les choses reprennent aujourd'hui même, vous allez voir. Ce n'est pas, je vous ai dit au début, ce ne sont pas les concours seulement qu'il faut voir. Il y a un ensemble d'actes derrière. C'est bien. Maintenant, terminons aussi parce qu'on parle au syndicat. Oui. Parlons-nous droit dans les yeux. Oui. Il y a les conditions de travail, il y a les conditions de vie. Souvent, au fond, c'est l'argent. Il y a quoi d'autre que vous réclamez? Je vous ai parlé de protection. Je vous ai parlé des textes. Les légalités des textes pour travailler. Ça, ce n'est pas de l'argent. Non, je veux que vous me parliez aussi de la sincérité de l'argent, parce que le fond, c'est ça aussi. De l'argent, à l'intérieur donc de tous ces éléments-là, il n'y avait que dans le protocole d'accord. Plus tard, le 31 décembre 2017, l'autorité devait octroyer une prime de motivation à l'ensemble des 31 décembre 2017. D'accord. Si vous voyez que jusqu'à maintenant, les gens ont patienté. Parce qu'à chaque fois, on nous opposait l'argument de trêve. On nous disait patienter parce que le régime a besoin de... Je vous ai dit que nous sommes des gérants. Nous participons au bon fonctionnement de toute l'administration. Nous ne pouvons pas chaque fois être en mouvement de grève. Nous ne pouvons pas chaque fois être en débrayage pour dire non, on veut ça. C'est vilain. Il y a ce point. Il y a la condition des textes. Nous travaillons avec des bases juridiques. Si nous estimons que dans notre activité, il y a un texte qui coince, qui ne va pas avec la réalité, il faut relire le texte pour l'adapter. Nous travaillons dans les locaux. Nous avons affaire, en tout cas, à un outil informatique qui est défectueux, malgré les millions spoliés pour donc sa mise à jour. Il y a un problème. Nous avons également aussi les questions de comportement. Et ça n'a pas trouvé de réponse. Donc tout n'est pas forcément financier, il y a également d'autres aspects qu'il faut voir. Mais il y a l'indemnité qui a été demandée par rapport au traitement des salaires. Puisque maintenant c'est vous qui traitez, avant c'était au Benfit, comme ça a été déporté chez vous, ça est aussi sur la table au même moment que la prime de motivation. Est-ce que ça c'est réglé? Ça, ce n'est pas réglé. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées, mais on ne fait pas fixation sur des éléments. Bon, c'est vrai, vous ne faites fixation sur aucun point, mais tous les points vous tiennent à cœur. Oui, tous les points tiennent à cœur, mais il y a des éléments sur lesquels, s'il y a des avancées, les gens peuvent revenir à des meilleurs sentiments. C'est un peu ça. Une dernière question. Est-ce vrai qu'il y a aussi la question du traitement des salaires de certains fonctionnaires aussi qui se trouvent coincés? Absolument. Donc vous en prenez finalement à vos camarades fonctionnaires? Non, nous n'en prenons pas à nos camarades. C'est un processus. Tout est lié. Parce que quand vous rentrez les concours, il y a des actes que nous prenons qu'on appelle arrêté d'admission. Et les arrêtés d'admission fixent les catégories et ensuite les dates d'effet, ainsi de suite. Et quand ça quitte là-bas, ça va à une autre instance qui doit traiter. Si à un niveau, ce n'est pas fait, ça veut dire la suite ne peut pas être élaborée. C'est un peu ça. C'est un système qui est imbriqué, on ne peut pas couper... Même les mandatements, tout ça, c'est... Voilà, on ne peut pas couper un élément pour dire que c'est comme ça. C'est un peu difficile, quoi. Même la retraite, il y est lié. Quand vous allez à la retraite, on revient depuis la rentrée pour voir est-ce qu'il y a des éléments qui ont été escamotés. Monsieur Zolomé, nous avons longuement écouté, avec beaucoup d'attention. On va maintenant donner la parole au juge pour donner une lecture claire de ce qu'il pense de votre mouvement et des perspectives envisagées. Bernard Boukma.
Bon, ce que je retiens, c'est que c'est un mouvement d'humeur qui se déroule, qui n'est pas une grève, qui n'est pas un sit-in, mais aussi avec des acteurs aussi qui sont frustrés par des engagements qui n'ont pas été tenus, mais surtout aussi pour un système de remise à plat sur lequel ils ont beaucoup compté et qui n'est pas arrivé et qui a frustré beaucoup. Donc il y a ce ressentiment qui est là. Ensuite, il y a la nouvelle donne parce qu'il y a de nouvelles charges qui s'ajoutent à eux. J'ai parlé des traitements des salaires. Voilà. Maintenant, sauf que là où M. Zoromé vient d'accepter, c'est la coïncidence avec les concours. Parce que l'année dernière, on était à plus de 900 000 qui ont candidaté pour le concours. Cette année, peut-être qu'on va franchir le cap du million. Et donc, ça fait une pression énorme sur un État de savoir que ces messieurs attendent de déposer des dossiers. L'opposition, dans une de ses conférences de presse, avait déjà demandé aussi, s'était posé la question de savoir où en sommes-nous avec les concours. Donc, ça fait une pression, ça fait beaucoup de pression supplémentaire sur un État, sur un gouvernement, par rapport, effectivement, à des travailleurs. Donc, je pense que la période aussi, il y a pour quelque chose. Donc, c'était là mon verdict. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions, que le dialogue reprenne pour que sereinement tout puisse aller. Geoffroy Vara. Oui, on l'a écouté avec beaucoup d'intérêt, donc Zoromé, mais bon, c'est comme lorsqu'on passe souvent de la fonction publique, c'est la réalité qui nous est souvent ramené à la figure que nous connaissons, c'est-à-dire des travailleurs qui sont souvent dans des conditions qui ne sont pas les plus intéressantes pour rendre le meilleur de soi-même. Maintenant, souvent la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il faut bloquer la machine pour... Il faudrait qu'on apprenne à travailler en revendiquant. Mais travailler en revendiquant n'est pas seulement de la responsabilité du travailleur, mais c'est aussi du dépassement du décideur et donc de celui qui l'organise, dans la façon de démontrer qu'il a une oreille attentive pendant que le travailleur continue à pouvoir répondre à ses exigences, à pouvoir répondre à sa demande. Quand on a l'impression qu'on a un auditeur qui ne tend l'oreille que de façon folklorique, à un moment donné, vous êtes obligé d'arrêter pour qu'il s'arrête pour vous écouter. Et c'est un peu la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais reconnaissons aussi que ça commence aussi à déranger. Parce que à un moment donné, on attend le bon moment pour faire le plus mal. Mais ce qu'on oublie, c'est pas forcément à un État seulement qu'on fait mal. On se fait mal à soi-même parce que je sais qu'il a des petits frères qui attendent de passer des concours. Évidemment. D'accord. Merci à vous, M. Souleymane Zoromé, d'être passé sur notre plateau pour nous expliquer la situation. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes disposé au dialogue. Et le ministre l'a dit sur notre plateau que le dialogue n'est pas rompu. On espère que vous allez vous accorder pour le bonheur des Burkinabés, surtout pour ce qui concerne les concours de la fonction publique. On s'arrête là, espérant vous trouver jeudi pour la 4e convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.